autour du thème « Une société sous surveillance ». Alors nul n'est besoin, je crois, de revenir sur l'importance que prend le thème de la sécurité dans nos sociétés démocratiques, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, sanitaire ou environnementale, sans bien sûr parler de la sécurité urbaine. Cette importance est telle qu'elle en arrive parfois à menacer nos libertés, de celle d'aller et de venir à celle même de fumer. Ce qui gêne beaucoup notre conférencier, je crois. Curieusement, cette banalisation du thème de la sécurité ne semble pas effrayer nos contemporains outre mesure. Serions-nous devenus des victimes consentantes? Y a-t-il d'ailleurs un véritable antagonisme entre sécurité et liberté dans l'esprit de nos contemporains, qui semble être une évidence pour l'individu libéral du XIXe et du XXe siècle, n'apparaît plus comme tel pour l'individu néolibéral du XXIe. Au terme de ce cycle, intitulé « Une société sous surveillance », où nous avons pu mesurer les ambiguïtés de la vidéosurveillance à travers la projection du film Red Road d'Andrea Arnold. Nous avons aussi pu pointer, grâce à Jean-Gabriel Ganassia, il y a 15 jours, comment le développement des nouvelles technologies de l'information contribue à la généralisation d'une forme de contrôle qui est non plus contrainte, mais désirée par les individus eux-mêmes. Il nous a paru donc opportun de prendre cette question à bras-le-corps et d'essayer de voir ce que ce désir de sécurité multiforme révèle de l'état de nos démocraties et peut-être aussi de l'homme contemporain. Alors pour ce faire, nous avons invité ce soir le philosophe Michael Fossel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, membre du comité de direction de la revue Esprit, spécialiste reconnu de Kant et de Ricoeur. Michael Fossel a publié plusieurs ouvrages sur des thèmes de philosophie politique, en particulier en 2008, La privation de l'intime aux éditions du Seuil, et plus récemment en 2010, État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire aux éditions du Bordeaux. C'est naturellement sur ce sujet que nous vous écouterons avec attention ce soir. Et enfin, last but not least, vous n'êtes pas à Mulhouse en terre inconnue, vous êtes ici un peu chez vous, puisque vous êtes originaire de Mulhouse. Alors ce n'est certes pas ce soir le retour de l'enfant prodigue, encore que votre activité éditoriale soit caractérisée ces dernières années par une certaine prodigalité. Et on ne tuera pas le veau gras ce soir pour fêter votre retour. Mais en tout cas, beaucoup ici ce soir se réjouissent de vous accueillir et de vous entendre sur un sujet grave et passionnant. Alors merci à vous d'avoir accepté de nous partager votre réflexion et vos convictions en nous aidant à interroger de manière critique cette banalité sécuritaire. Merci à vous. Bien, donc merci beaucoup pour cette invitation qui me donne, je crois, pour la deuxième fois l'occasion de parler devant, seulement la deuxième fois de parler devant mes parents. Bon, c'est un caractère, disons, de réunion de famille, ce qui rend la chose à la fois plus agréable et peut-être plus inconfortable, mais bon, je tâcherai de faire comme ça. Alors, j'ai intitulé effectivement cette conférence un peu dans la lignée du livre « La banalité sécuritaire », en ce sens que ce qui m'a intéressé dans ce livre, et puis plus général, à titre de réflexion, c'est de comprendre d'où vient ce désir de sécurité, c'est-à-dire non pas présenter les choses simplement sur le modèle, disons, de la surveillance, c'est-à-dire d'un État ou d'un Big Brother qui, de l'extérieur, nous imposerait des règles de surveillance et des règles de sécurité, mais essayer de comprendre comment et pourquoi ce désir de sécurité s'est imposé auprès des individus que nous sommes, des citoyens que nous sommes, ou que nous essayons d'être, comme évident, comme banal et comme, au fond, légitimant la plupart des politiques, au sens où on présente, en règle générale aujourd'hui, une mesure à l'aune de la sécurité qu'elle peut éventuellement nous garantir et que ce critère de sécurité devient un principe qui permet de justifier la mesure en question. Alors les registres dans lesquels la sécurité est présentée justement comme un principe de légitimité sont assez nombreux et bien connus. Le domaine sanitaire, vous l'avez évoqué dans votre présentation, le domaine juridique, et puis le domaine aussi écologique, puisque nous vivons désormais, semble-t-il, sous la menace d'une disparition pure et simple de l'écosystème ou de la Terre, donc il y a une exigence aussi de préservation du monde.
Et puis j'en prends un exemple qui est moins connu mais qui me paraît très révélateur dans les débats qui ont été menés en particulier aux Nations Unies autour, disons, de ce qu'on pourrait appeler le minimum politique exigible. Qu'est-ce qu'on peut exiger politiquement d'un État pour qu'il puisse être considéré comme un État susceptible de participer à la communauté internationale? Eh bien, on a substitué ces dernières années, sans que ça ait fait beaucoup de bruit, aux droits de l'homme, au principe des droits de l'homme ou des droits humains, comme on le disait aussi, le concept de sécurité humaine. À savoir que la sécurité humaine, c'est le minimum vital, d'ailleurs la définition qu'en donne l'ONU, c'est le noyau vital de nos vies, c'est ce qui doit être en toute occasion préservé, comme si le mot sécurité venait en quelque sorte en lieu et place du concept de droit, qui est le concept, disons, le plus traditionnel par lequel, en règle générale, les politiques dites libérales, les démocraties dites libérales, définissent les principes humains. Alors, je voudrais rajouter un autre élément, si vous voulez, qui permet de donner un contenu à cette hypothèse que je voudrais développer, qui est le suivant. On a pour principe, c'est presque devenu un leitmotiv, de dire que la sécurité est la première des libertés. C'est quelque chose qui revient dans la bouche à la fois des politiques, des journalistes, et puis peut-être de la plupart d'entre nous, pour expliquer précisément comme une forme d'évidence, comme allant de soi, que bien évidemment, si la sécurité n'est pas remplie, alors toutes les discussions que nous pouvons avoir sur la justice, sur le droit, sont vaines. Alors, j'entendais récemment un ministre, Éric Besson, expliquer que, après tout, il n'y avait rien là de neuf et que la sécurité était un droit de l'homme. Était un des droits de l'homme, figurait au rang des droits de l'homme dans la déclaration déjà de 1789. Et cette affirmation selon laquelle la sécurité est un droit de l'homme et est même le premier des droits de l'homme, n'a rencontré jusqu'à présent qu'assez peu de discussions ou de remises en cause. Or, et c'est un point qui me semble important, dans les droits de l'homme ou dans les déclarations des droits de l'homme, il n'est pas question de la sécurité. Il est question de la sûreté. Et la sûreté, ça n'est pas précisément ce que l'on entend par sécurité. La sûreté comme droit de l'homme, telle qu'elle a été revendiquée par les philosophes libéraux des Lumières, comme Montesquieu par exemple, la sûreté, c'est le point très important, c'est la sécurité, si l'on veut, de l'individu face à l'État. Autrement dit, la sûreté comme droit de l'homme, c'est la liberté de l'individu, l'indépendance de l'individu face aux risques que l'État empiète sur, par des lois qui seraient des lois autoritaires ou liberticides, empiète sur son indépendance. Or, lorsqu'on parle aujourd'hui de sécurité, et qu'on présente la sécurité comme le premier des droits de l'homme, eh bien on entend non pas le rapport entre l'État potentiellement agressif, si je puis dire, et les individus, mais bien évidemment les rapports entre les individus dans la société. C'est l'insécurité qui menace les individus, non pas face à l'État, mais face à d'autres, généralement d'ailleurs présentés comme les pauvres, les immigrés, les clandestins, les jeunes, les banlieusards, bon, bref, etc. Autrement dit, il y a eu là un glissement sémantique qui me paraît très intéressant, même au-delà de toute polémique, qui me paraît révélateur, je dirais. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de sûreté, on envisage l'hypothèse qu'un État puisse représenter un danger pour l'indépendance et pour la liberté des citoyens. En revanche, lorsque l'on parle exclusivement de sécurité, comme on le fait aujourd'hui, on joue, si je puis dire, une partition qui est très différente, puisqu'elle associe les États protecteurs aux individus honnêtes contre, alors les autres, qui peuvent être les délinquants, les immigrés, les jeunes, etc. Autrement dit, on ne pose plus la question de la limitation par l'État des libertés individuelles. L'État apparaît d'emblée comme un rempart, un protecteur, et quand je dis l'État, je devrais d'ailleurs préciser les institutions publiques et privées qui prennent en charge la sécurité, parce qu'aujourd'hui, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, la sécurité est devenue une affaire largement privée, hein, c'est-à-dire dont s'occupent des entreprises privées, mais dans tous les cas de figure, c'est une tentative pour dépolitiser le problème, comme si la sécurité était au fond exclusivement un problème interne à la société, et que l'État se présentait comme un rempart contre tout ce qui, du dehors, en quelque sorte, nous menace.
Et c'est sur ce glissement sémantique, exploité par certains politiques, que je m'interroge, parce qu'évidemment, s'il y a uniquement un impératif sécuritaire pour répondre à nos exigences politiques, alors c'en est fini de la contestation que l'on peut faire au nom d'un certain nombre de droits des pouvoirs ou des attributs de l'État. Je dirais volontiers qu'aujourd'hui on a tendance à sacrifier la sûreté à la sécurité, puisqu'au nom précisément de la préservation de la sécurité sont prises toute une série de mesures sur lesquelles je n'insisterai pas, elles sont relativement connues, quoique tellement nombreuses qu'on finit par les oublier, puisque je rappelle simplement à titre indicatif que depuis 2002, je ne prends pas la date totalement au hasard, il y a eu 11 modifications, 11 lois qui ont été votées, 11 lois sécuritaires. Je ne pose pas la question ici de savoir si elles sont appliquées ou pas, mais enfin, je vous ai dit qu'elles ont été votées. Alors, pour essayer de comprendre d'où nous vient ce désir de sécurité, pour essayer de comprendre d'où nous vient cette tentation que nous avons de retraduire toutes nos exigences politiques en termes de sécurité, je partirai d'un paradoxe qui me paraît assez révélateur de notre présent, de l'instant dans lequel nous vivons, nous essayons d'agir et de penser. Ce paradoxe est le suivant. La mondialisation, ce qu'on appelle à tort ou à raison la mondialisation, la globalisation, ne s'accompagne pas, dans laquelle nous vivons, ne s'accompagne pas, semble pas s'accompagner, d'un approfondissement de la démocratie et du cosmopolitisme, c'est-à-dire d'une réflexion sur les droits humains qui appartiennent aux hommes en tant qu'ils sont précisément habitants de la Terre. On n'a jamais autant parlé de l'espace global, du monde comme d'un espace désormais partagé par tous. D'autre part, il n'y a jamais eu autant d'institutions internationales, d'institutions transnationales comme l'ONU, comme les ONG. Enfin, il n'y a jamais eu autant de démocratie dans le monde qu'il n'y en a aujourd'hui. Et pourtant, on constate, tout du moins d'ailleurs dans les démocraties anciennes, dans les démocraties occidentales, que la question de l'approfondissement des droits positifs et du progrès tend peu à peu à laisser la place à la question de la sécurité. On peut donner ou on peut exprimer ce paradoxe de manière différente. Dire globalisation libérale, dire mondialisation des flux, c'est dire aussi que jamais nous n'avons été aussi libres de nous mouvoir. Jamais les frontières ont été aussi poreuses. Et pourtant, on constate dans le même temps que ce qui vaut peut-être pour les capitaux ne vaut pas nécessairement pour les hommes ou pour les individus, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on nous présente la fluidité, la liberté des capitaux, la possibilité de nous mouvoir comme les vertus cardinales du présent, eh bien, en même temps, se multiplient les nouvelles frontières, les nouveaux murs, les nouvelles restrictions, les nouveaux interdits. Et ce paradoxe me paraît particulièrement révélateur du présent. J'en veux un seul signe, qui est précisément celui de la construction des murs. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, je parle de ce fait que depuis à peu près 30 ans, on est dans un système extraordinairement paradoxal, puisque on peut noter ou marquer l'origine, disons, de la mondialisation, de la démocratisation du monde, en disant c'est 1989, la chute d'un mur. Et pourtant, on n'a jamais autant construit de murs que depuis cette date. Je cite par exemple le mur entre les États-Unis et le Mexique, le mur entre Israël et la Palestine, et tout récemment, parmi beaucoup d'autres, le mur que les Grecs ont l'usage de construire pour se séparer, se mettre à l'abri de la Turquie. Ce qui est tout à fait révélateur dans cette construction des murs, dans ce désir de mur, c'est qu'il se constitue toujours à l'initiative de démocratie. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de faire sécession, si je puis dire, de se séparer de leur frontière sud. D'autre part, ce sont bien la Grèce et Israël qui ont décidé, pour des raisons géopolitiques à chaque fois distinctes, je ne confonds pas, mais qui ont décidé de prendre l'initiative de ces murs, et donc il y a une popularité de ces murs. Puisqu'ils n'ont jamais été remis en cause de manière, en tous les cas, massive et efficace par les opinions publiques de ces pays. Ce qui me paraît tout à fait révélateur de ces murs contemporains,
c'est qu'ils ne correspondent pas du tout aux frontières telles que nous avons l'habitude de les penser ou dont nous avons l'expérience historique. En effet, ils ne séparent pas ces murs contemporains tellement deux États. Ils ne se constituent pas tellement comme des frontières étanches entre deux États, c'est-à-dire deux entités politiques souveraines. Ces murs ne visent pas, à mon sens, d'abord à distinguer l'étranger en général du national. Ils sont beaucoup plus des murs, c'est pour ça que ce sont vraiment des murs contemporains qui correspondent à notre situation mondiale. Ce sont des murs qui séparent en réalité les pauvres des riches, qui séparent une mondialisation heureuse, supposément heureuse, d'une mondialisation du désastre, une mondialisation faite de bidonvilles, de marasme économique et social. Bref, ce sont des murs de protection. Ce sont des murs qui sont destinés non pas à nous protéger simplement, je dirais, d'États qui pourraient nous être, d'États avec un grand E qui pourraient nous être hostiles. Ce sont des murs qui ont pour cible non pas des États, mais des individus. Ces individus, ce sont précisément les immigrés clandestins, les trafiquants de drogue et les terroristes, ce qui me semble être les trois grandes figures, disons, de ces menaces qu'on n'appellera donc pas menaces internationales, puisque ce n'est pas un pays qui en menace un autre, mais des menaces transnationales. Des individus qui ne sont pas déclarés comme dangereux parce que venant de tel pays, mais qui sont déclarés indésirables sur tous les sols, parce que représentant une menace pour la sécurité que l'on présente comme absolument, comme je dirais, comme but, le télos, comme disent les philosophes, de toute relation politique. J'ajoute d'ailleurs que ces murs sont tellement différents des frontières traditionnelles entre les États qu'on les retrouve à l'intérieur des mêmes États. Et là, je pense à ce que les Américains appellent les gated communities, c'est-à-dire les ghettos pour riches, par lesquels, à l'intérieur même d'un espace national donné, certaines franges de la population les plus favorisées socialement décident littéralement de se retrancher en construisant un mur, que ce soit un mur d'ailleurs de pierre ou un mur électronique, un mur par lequel, au fond, l'espace public se voit clivé. Et un mur qui a bien évidemment pour but d'homogénéiser l'espace, disons l'espace de la mondialisation heureuse, contre tout ce qui est ressenti par ailleurs comme une menace ou comme un danger. Et ces murs me paraissent particulièrement révélateurs du fait même qu'ils sont encore une fois construits à l'initiative de démocratie ou d'initiatives privées, comme dans les ghettos pour riches. Ces murs me paraissent être tout à fait révélateurs de ce désir de sécurité qui est en réalité, me semble-t-il, un désir de se couper du monde en tant qu'il représente par principe, en tant qu'il est le monde, je dirais, une menace. Tout se passe comme s'il y avait un blocage, nous assistions aujourd'hui à un blocage dans la dynamique de la modernité qui menait, après la chute du mur de Berlin, apparemment à une démocratisation heureuse, une fluidification des mouvements, une libéralisation des échanges. En réalité, ce blocage dans la modernité, ce cran d'arrêt, voire ce retour en arrière, il me semble qu'il est beaucoup plus profond que simplement ce que nous vivons depuis 1989, depuis la fin donc, de ce mur de Berlin. Et j'en veux pour signe, il faut bien faire une référence philosophique, j'en veux pour signe la confrontation qu'on peut faire entre deux philosophes, un philosophe des Lumières, sur la même question, qui est celle précisément, disons, de la manière dont le monde peut se constituer comme une entité politique. Je citerai donc deux philosophes l'un après l'autre. Le premier, bien connu, c'est Emmanuel Kant, et le second est un philosophe contemporain, moins connu, qui s'appelle Habermas, et qui est un philosophe qui se réclame. Pourquoi ces deux philosophes me semble-t-il révélateurs d'une certaine évolution? Parce que les deux réfléchissent à la même question, qui est la suivante. À quelles conditions peut-on penser une unification du monde, une unification juridique, politique, cosmopolitique, comme on le dit, du monde et de l'humanité, qui soit respectueuse du droit? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que, pour le dire peut-être plus simplement, qu'est-ce qui fait que les hommes pourraient avoir envie de vivre ensemble sous des institutions communes, qu'on appellera, disons, des institutions cosmopolitiques, pas forcément un État mondial, bien sûr, mais
des organisations internationales régissant le droit. Quel peut être le moteur d'une volonté ou d'un désir de transcender les frontières, d'aller au-delà des communautés, qu'elles soient nationales, religieuses ou ethniques? En 1795, dans un petit texte qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle », Kant répond à cette question en montrant qu'il y a désormais, donc nous sommes il y a un peu plus de 200 ans, quelques bonnes raisons de croire que l'humanité a une conscience plus forte qu'elle ne l'a eue auparavant de sa destinée commune. Et l'argument que prend Kant, qui est un argument très empirique, très tiré de son expérience, c'est que nous sommes de plus en plus au courant et au fait, en tant qu'individu, de ce qui se produit à l'autre bout de la Terre. Je le cite, les relations qui existent désormais entre les peuples de la Terre en sont au point qu'une violation du droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs. Autrement dit, ce que Kant ici vise, c'est ce qu'on pourrait appeler déjà, en 1795, la mondialisation. C'est-à-dire que par la multiplication d'un certain nombre de médiations, en particulier les médias, précisément l'apparition d'une presse, nous sommes simplement mis au fait de ce qui se produit à l'autre bout de la Terre et qui, par, si vous voulez, une sorte d'écho, apparaîtra comme un événement qui nous est contemporain et qui nous est même proche. Autrement dit, ce que Kant voit comme espérance d'une unification de l'humanité, c'est qu'un sentiment nouveau apparaît, qui n'existait pas, évidemment, aux époques ou aux périodes où chacun vivait dans des communautés retranchées. Et ce sentiment nouveau, c'est celui d'une appartenance à un monde commun, qui est un monde fini, rond, comme le dit Kant, hein, le monde est une sphère, autrement dit, nécessairement, on ne pourra pas indéfiniment se fuir les uns les autres, puisque nous serons amenés à nous retrouver au même endroit, bon, tôt ou tard, donc il faut, d'une certaine manière, comme le dit d'ailleurs Kant, c'est sa formule, supporter la promiscuité. Alors, il y a cette espèce de mondialisation de l'indignation, en quelque sorte, qui constitue aux yeux d'un certain nombre de philosophes, pas seulement Kant, un espoir de constituer une sphère politique internationale fondée sur le droit. En 1995, c'est-à-dire très exactement, ça n'est pas hasard de 2 siècles plus tard, un philosophe allemand très connu et estimable d'ailleurs, qui s'appelle donc Jürgen Habermas, a écrit un texte pour rendre hommage à Kant, à l'occasion du bicentenaire de cette publication de Vers la paix perpétuelle, texte dans lequel il se pose la question de savoir que peut-on encore faire de ce projet cosmopolitique de Kant, donc 2 siècles plus tard, c'est-à-dire évidemment en particulier au terme de 2 guerres mondiales absolument terribles et qui remettent en cause, jusque dans son principe, l'idée d'une paix perpétuelle, qui était quand même, bon là je n'ai pas indiqué, mais qui était le principal projet de Kant du point de vue international. Alors je ne rentre pas du tout dans les détails, ce n'est pas tellement le propos, ce qui est intéressant, me paraît surtout révélateur au-delà de la personnalité de ces 2 philosophes, c'est que Habermas va, je ne sais pas s'il en est d'ailleurs conscient, substituer au motif que j'ai indiqué tout à l'heure chez Kant, c'est-à-dire au fond, le sentiment d'une injustice partagée peut donc, le sentiment, l'idée de la justice, on y entre par l'injustice. On se fait une idée de ce qui est juste en constatant l'injustice. Donc autrement dit, l'idée de Kant était positive, c'est-à-dire c'est par la voie du droit que l'on peut espérer fonder une communauté humaine mondiale. Habermas, lui, est beaucoup plus, alors, c'est la question réaliste en apparence, puisque pour lui, seule la mondialisation de la peur peut justifier la constitution d'un espace international juridique. Je le cite, « Il faut miser sur le fait que la globalisation des risques a uni le monde, objectivement uni le monde, pour en faire une communauté involontaire fondée sur les risques encourus par tous. » Alors sans faire trop un sort à cette citation, elle me paraît très révélatrice, puisque, je le répète, Habermas est un philosophe qui se réclame clairement de Kant. Donc j'aurais pu citer une foultitude, si je puis dire, et de philosophes, et d'intellectuels, et au combien plus de politiques, disant la même chose, mais là, le fait même que ce soit un Kantien qui s'exprime, c'est-à-dire, disons, un idéaliste, me paraît révélateur, parce qu'on voit bien la différence avec Kant,
Qu'est-ce qui nous reste en commun aujourd'hui, en tant qu'homme, je dirais, non pas en tant qu'Européen, en tant qu'Américain, en tant qu'Africain, bon. Ce qui nous reste en commun, ce qui peut fonder l'unité du monde, c'est la conscience que nous avons du risque que nous encourons et ou par rapport auquel, nous sommes égaux. Tout se passe comme si la foi dans l'universel, qui avait animé les Lumières, et la foi dans le progrès, disons, ne trouvait plus comme unique refuge que la conscience que nous sommes égaux face à une ou plusieurs menaces. Menaces écologiques, j'en ai cité tout à l'heure, menaces planétaires, menaces terroristes. Alors évidemment, on peut avoir plusieurs appréciations de cette évolution. D'une part, considérer qu'en effet, la menace écologique me paraît ici la plus révélatrice, climatique par exemple. En effet, ce qui fait que nous sommes, d'une certaine manière, sur le même bateau, c'est que notre demeure est fragile et que nous en avons, ou devons tout du moins en avoir une conscience partagée. Seule l'égalité devant la menace et l'exigence d'y répondre, l'exigence sécuritaire de répondre à cette menace, constituerait donc les motifs, les mobiles, les raisons de constituer un espace juridique commun. C'est très exactement à cela que répond l'exigence que j'ai citée au tout départ de mon exposé de sécurité humaine. Quelles sont les conditions minimales de la survie sur une planète dont nous savons désormais qu'elle est finie, au sens cette fois-ci non plus géographique de Kant, mais temporelle, c'est-à-dire que nous pouvons à tout instant, je n'ai pas cité la menace nucléaire bien sûr, nous pouvons à tout instant prendre le risque de faire courir le risque de sa disparition. La question, c'est bien la question qui est à l'arrière-plan, si vous voulez, de ces deux philosophes que j'ai cités à titre d'indication, plus que de réflexion approfondie, c'est de savoir ce que c'est qu'un monde commun, ce que c'est que de partager le même monde, puisque au fond, on pourrait définir les deux attitudes par un point commun. Nous habitons le même monde et il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, nous sommes liés par quelque chose. Pour Kant, par le sentiment d'injustice, donc d'une justice qui nous interpelle. Pour Habermas, par le risque, par la menace, qui désormais ne connaît pas ou ne connaît plus de frontières. Ce qui me paraît le plus troublant dans le jugement d'Habermas, en l'occurrence, c'est son présupposé. Et le présupposé, évidemment, c'est de dire que nous sommes égaux face au risque, que nous sommes égaux face à la menace. Alors évidemment, si cette menace ou si ce risque est la fin du monde, purement et simplement la disparition de la Terre, alors effectivement, il y a là une égalité de fait par rapport à laquelle, comme pour la mortalité, je dirais, on ne peut pas discuter. C'est d'ailleurs pour ma part l'une des hypothèses par lesquelles j'explique pourquoi il y a une montée aux extrêmes en permanence dans les discours publics, à savoir nous risquons purement et simplement la disparition de la planète, qu'elle soit pour des raisons climatiques ou pandémiques ou autres. Bon. Mais pour le reste, c'est-à-dire, je dirais, pour les menaces non mortelles. Sommes-nous véritablement égaux devant ces menaces qui pèsent sur nous? Est-ce que l'on peut effectivement penser, comme Habermas et tant d'autres, que ces menaces constituent des communautés involontaires, ou au contraire, est-ce qu'on ne constate pas plutôt, l'exemple que je prenais tout à l'heure des murs irait dans ce sens, que ces menaces, en réalité, mènent non pas à un monde commun, mais à des espaces clivés, selon que précisément on a la possibilité ou pas de se situer d'un côté ou de l'autre des murs. Dans le jugement courant, la généralisation de la menace devrait mener à un espace commun de sécurité. Mais il me semble qu'au contraire, on assiste, c'est une option que je défends ici, elle peut tout à fait être discutée, non pas à la constitution d'un espace commun, mais à la constitution de ce que, pardon ce terme un peu technique, Michel Foucault appelait, le philosophe Michel Foucault appelait des hétérotopies. Les hétérotopies, bon, les utopies c'est l'absence, c'est ce qui n'est nulle part. Les hétérotopies, littéralement, c'est l'autre lieu, les autres lieux. Et en réalité, les autres lieux, ce sont les lieux des autres. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des lieux, des espaces, disons, qui, dans une société, doivent, d'une certaine manière, accueillir ce qui est négatif pour cette société. Les asiles, les
prisons, les cimetières, voilà autant d'hétérotopies, c'est-à-dire de lieux qui, dans une société donnée, sont dévolus à ceux qui sont dans un état de crise, aux autres, avec un grand A, qui, d'une certaine manière, doivent être refoulés à la marge de l'espace public, du topos commun. Or, que ce soit à travers la multiplication des murs, ou, de manière plus anecdotique, mais néanmoins agaçante pour un certain nombre d'entre nous dont je suis, l'interdiction de fumer, c'est-à-dire, et bientôt de boire, et probablement encore d'autres, la multiplication par la vidéosurveillance d'espaces sans cesse privés, selon que l'on est visible ou que l'on ne l'est pas, tout cela me paraît caractériser beaucoup plus un rétrécissement de l'espace public que sa généralisation à travers la constitution, disons, d'un monde dont nous aurions la charge commune et égalitairement partagée. Il me semble donc que ce désir de sécurité dont j'étais parti, et qui se caractérise dans des éléments, beaucoup plus d'éléments d'ailleurs que ceux que j'ai indiqués, mais dans un certain nombre d'entre eux, est un désir qui a cette caractéristique, cette particularité, aujourd'hui, d'être hyperbolique. Pour dire encore un mot peut-être de Kant, je l'ai dit tout à l'heure, Kant, la citation que j'ai donnée est extraite d'un texte qui s'appelle Guerre, la paix perpétuelle, qui est donc un texte qui promeut l'idée d'une paix définitive entre les États. Pour ça, d'ailleurs, qu'on a souvent caractérisé ce texte comme étant un livre extrêmement idéaliste, voire franchement utopique, pour le coup, hétérotopique. Comment penser qu'il puisse y avoir une paix perpétuelle entre les nations? Alors, je laisse ce point de côté. Simplement, il y a un aspect qui me paraît tout à fait être lié à mon sujet, c'est que la paix, somme toute, c'est la sécurité. Donc l'idéal de paix, c'est l'idéal de sécurité assumé par un philosophe comme Kant et par beaucoup d'autres. Mais il y a un point que Kant précise d'emblée dans sa réflexion, il dit il y a une paix. Enfin, la paix, c'est le but ultime de l'association entre les hommes, mais la paix à tout prix, voilà le danger. La paix à tout prix, voilà le danger. Il cite d'ailleurs, je ne suis pas venu apporter la paix, le glaive. Alors, il y a une paix qui est dangereuse, c'est la paix qui se fait, dit-il, sur le cimetière de la liberté. C'est-à-dire une paix qui se constituerait, alors remplacer paix par sécurité, car somme toute c'est exactement la même chose, une paix qui se constituerait sur le cimetière du droit, par la négation du droit, par la négation de la liberté. Et là aussi, on voit très bien le chemin parcouru entre la modernité des Lumières et notre post-modernité à nous. C'est-à-dire qu'il ne serait pas venu à l'esprit d'un philosophe du XVIIIe siècle de dire que la sécurité peut être en elle-même une fin. La paix n'est pas, et certes la fin la plus haute de la relation, du lien politique pour Kant, qui est pourtant le plus pacifiste, si on veut, des philosophes classiques, mais même pour lui, une paix qui se fonderait sur le despotisme, car il n'est finalement pas si difficile d'avoir la paix dès lors que nous sommes sous un état de monde. Enfin, voilà, c'est exactement un certain nombre de réactions spontanées qu'ont eu un certain nombre d'hommes politiques face à ce qui se passe à ce moment au Maghreb. C'est pas la paix en ce moment. Bon, la paix c'était Moubarak. C'est exactement aussi ce que dit Rousseau, quand il dit, bien sûr, alors il y a des philosophes comme Hobbes qui disent que la sécurité c'est le but de l'État politique, mais on vit tranquille dans les cachots. On vit tranquille dans les cachots. Enfin, si encore, dans une république normale, on vivrait tranquille dans les prisons. Autrement dit, la sécurité, si elle ne peut pas être, si elle est certainement, un moyen de vie politique, ne peut pas être, au moins dans ces perspectives-là, sa finalité. Or, elle l'est devenue. Je crois qu'elle l'est devenue, non seulement dans le discours public, mais je le répète, dans un certain nombre d'attitudes spontanées des citoyens. Alors pourquoi? La raison qui me semble, en tout cas celle qui me semble l'une des plus révélatrices, des plus contemporaines, c'est que, somme toute, dans nos sociétés, nous sommes habitués, spontanément, je dirais, nous sommes habitués, nous sommes invités, et nous sommes même, d'une certaine manière, obligés, de réunir pour nous-mêmes, je veux dire en tant qu'individus, le maximum de sécurité.
admettons de dire que nos sociétés sont des sociétés, pardon ce terme un peu là aussi, beaucoup usité, rarement défini, je vais essayer de définir, néolibérale. Appelons société néolibérale, et État néolibéral d'ailleurs, une société fondée non pas seulement sur l'idée qu'un marché économique est libre, mais sur l'idée, très différente, selon laquelle la société entière doit être pensée, conçue, organisée comme le marché. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qui distingue, disons pour faire vite, le libéralisme classique, qui est l'idée qu'il faut laisser faire dans la sphère des échanges économiques et marchands, du néolibéralisme, qui apparaît au cours du XXe siècle, le grand penseur du néolibéralisme s'appelle Hayek, peu importe, consiste à penser que tout dans la société doit être, y compris l'école, y compris l'hôpital, y compris la culture, y compris l'État, doit être régi sur le modèle du marché, c'est-à-dire un modèle qui met plus seulement en avant la liberté des agents dans l'échange, mais la concurrence généralisée. Un système, donc, admettons que nous vivons dans un système qui se rapproche malgré tout de cela, et posons-nous la question, je suis obligé d'aller un peu vite, vous m'en excuserez, posons-nous la question de savoir quel type de rapport au réel et aux autres ce type de société induit chez les individus. Et là, je rappelle que ma question initiale, j'ai essayé de ne pas la perdre, c'est toujours de savoir pourquoi nous sommes dans ce désir particulier de citoyenneté. Dans une société néolibérale, c'est pas seulement que c'est la société où la loi de la jungle, comme on dit un peu facilement, où il n'y a pas de règles, il y a des règles de la concurrence, mais il y a un impératif. Et cet impératif, c'est un impératif que moi j'ai appelé, mais qu'on pourrait appeler différemment, un impératif de vigilance. C'est-à-dire qu'il faut réunir le maximum d'informations. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? C'est un espace social dans lequel les individus sont contraints de réunir un maximum d'informations avant d'investir. Prenons les choses de la manière la plus simple et évidente. Quel est le grand principe de l'information dans une société néolibérale? C'est quoi l'information? Le prix. L'information relativement à une marchandise, c'est son prix. Non pas sa valeur d'usage, c'est-à-dire ce que l'on va en faire, non pas sa valeur d'échange, tellement, c'est-à-dire la valeur qu'elle peut avoir dans un système donné, l'information fondamentale sur l'ensemble des réalités, c'est leur prix. Et que faisons-nous la plupart du temps, nous, je veux dire nous, en tout cas, vous, je ne sais pas, mais bon, la plupart d'entre nous, moi y compris, nous réunissons des informations sur les prix. Je prends un exemple qui sera alors là pour le coup très simple et qui, je crois, illustre assez bien la chose. Plus personne n'est capable de dire aujourd'hui combien vaut un billet de train. Autrement dit, le prix d'un billet de train, aujourd'hui, la SNCF, c'est pas pour le reste, j'imagine, pour d'autres compagnies, j'entends, en Europe, n'a plus aucun rapport avec l'offre qui est faite. Le meilleur exemple, c'est que bon, le billet de première classe est moins cher que ce second. Autrement dit, une marchandise ne vaut absolument pas ce qu'elle va nous permettre de faire, de réaliser, mais elle vaut le prix que nous sommes prêts à lui mettre pour nous en emparer, si je puis dire, ou nous l'approprier. Mais à cela, il y a une condition. Vous savez comme moi que pour payer moins cher, il faut être soit prévoyant, soit prendre un certain nombre d'assurances, soit donc pouvoir prendre son billet 6 mois à l'avance, etc. Ou alors être suffisamment vigilant pour profiter de ce moment où, si, parce que ça, tout le monde en a l'expérience, la SNCF brade ses prix, brade ses billets, etc. Ce qui vaut pour les billets de train et qui pourrait sembler être anecdotique, c'est, à mon sens, généralisé à la quasi-totalité de nos expériences, non seulement d'ailleurs marchandes, mais je dirais nos expériences, pour ne pas dire intimes, mais nos expériences quotidiennes en tous les cas. C'est-à-dire que le sujet néolibéral, qui se définit par la recherche de son intérêt privé, économique, social, est contraint à chaque instant d'être attentif. C'est-à-dire d'investir une part fondamentale de son énergie à la récolte d'informations.
et à la récolte d'informations dans le but d'utiliser ou de faire un usage le plus adéquat possible des informations qu'il réunira et de les investir exactement, car en réalité, désormais, acheter une marchandise, y compris un billet de train, ça n'est plus s'approprier une marchandise, c'est faire un investissement. Vous avez là aussi, je préfère donner des exemples plus anecdotiques parce qu'ils sont parfois plus parlants que des références philosophiques. Vous avez certainement vu une des nombreuses publicités sur autre exemple de choses dont on est absolument incapable de définir la valeur objective, les abonnements Internet. Bon. Vous avez certainement vu la publicité qui présente ni plus ni moins que comme un imbécile, oui, enfin, plus qu'un imbécile, un idiot du village, celui qui continue à payer le prix de l'abonnement, comme par hasard, public, Télécom, France Télécom, alors que je ne sais plus si c'est Free, etc., il peut avoir des services bien plus importants. Mais que reproche-t-on à notre idiot de village? Son défaut de vigilance. Il ne sait pas faire jouer la concurrence. C'est ce qui caractérise, ou c'est ce qui en fait, d'une certaine manière, le pendant dans le système de consommation du fonctionnaire, qui n'a toujours pas compris que le travail, comment dirais-je, garanti, etc., c'était ringard. Autrement dit, je donne le sentiment de m'être éloigné du sujet, mais j'espère vous convaincre que non. Nous sommes dans des sociétés où la vigilance et l'exigence de s'assurer soi-même de la réussite de ses propres investissements deviennent des prérogatives, c'est-à-dire des devoirs, pour l'individu, qui est tenu, encore une fois, de se tenir au courant de la totalité des événements qui, dans la sphère qui lui est propre, peuvent l'intéresser, alors à prendre au sens premier du mot intéresser, c'est-à-dire peuvent être l'objet de son intérêt économique. L'individu est défini, ça n'est pas simplement là de paroles, je dirais, en l'air, c'est défini dans des études très sérieuses qui sont réalisées par des sociologues, enfin très sérieuses, entendons-nous, très sérieuses par, en tout cas, leur impact, valeur scientifique cette chose, sociologique, psychologique. L'individu est défini comme un capital santé, on parlait tout à l'heure de la cigarette, le capital santé, le capital affectif, le capital émotif. Il y a des études qui montrent pourquoi, par exemple, il est rationnel d'aimer ses enfants. Il est rationnel d'aimer ses enfants parce que on a pu démontrer que les enfants qui avaient reçu suffisamment de capital amoureux étaient ceux qui, en termes de retour sur le capital, restituaient le maximum, c'est-à-dire réussissaient professionnellement. C'est le modèle investissement, retour sur investissement. Ce modèle, il nous fait rire ou pleurer ou nous effraie, il a ceci de tout à fait, comment dirais-je, bon, c'est sa force d'être efficace. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, on peut tout ramener à cette logique économique, y compris la question des droits. Et c'est bien à cela que je voulais en venir, c'est-à-dire que nous sommes à ce point habitués à être vigilants, c'est-à-dire en réalité à nous préoccuper de la sécurité de nos investissements, qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce désir hyperbolique de sécurité, qui va jusqu'à retraduire toutes nos attentes politiques en termes sécuritaires, en réalité, il a fini par s'identifier à notre manière, je dirais, presque naïvement, de vivre. L'immigré clandestin, il est vu, certes, toujours, possiblement comme un étranger, au sens xénophobe du terme, je ne nie pas du tout, mais il est vu aussi, et de plus en plus souvent, comme un concurrent déloyal sur la sphère du marché économique et social. Celui qui ne respecte pas les règles. Mais les règles qui donc remettent en cause, précisément quoi? La sécurité sociale, y compris sociale, des autochtones. Autrement dit, comment dirais-je, autre exemple évidemment de vigilance, la surveillance, la vidéosurveillance, mais je n'en parlerai pas plus, parce que d'abord vous en avez, je crois, entendu parler, et puis d'autre part, dans ces conférences, et d'autre part,
mon point de vue, c'est essayer de comprendre du point de vue des sujets et pas du point de vue qu'ils ont. Mais ce désir aussi d'être vu, ce désir, disons, d'être en permanence capté par une image, il me semble que c'est aussi lié à cet impératif intériorisé par les sujets d'une vigilance de tous les instants. Ce qui m'a donné à titre anecdotique l'idée de ce livre, c'est le slogan, pour ceux qui étaient à Paris l'ont entendu nécessairement dans le métro, « Attentifs ensemble ». C'est le slogan Vigipirate. « Attentifs ensemble ». C'est la question de savoir si on pouvait encore être ensemble, lorsqu'on était dans cette vigilance. Si la vigilance, ça n'était pas au contraire, la vigilance, c'est ce que j'ai essayé de la décrire, ce qui nous sépare les uns des autres, dans la recherche atomisée, si je puis dire, de nos intérêts. Ce qui ne nous fait pas voir tous les autres, qui ne nous fait pas voir tous les autres, pardon, par principe, comme des concurrents possibles. Je prends un exemple tout aussi concret, mais plus grave, de ces évolutions par rapport au droit. On a voté tout récemment en France, mais c'est malheureusement le cas dans la plupart des pays occidentaux, une loi, je crois que c'est en 2007, sur la dangerosité des criminels. Concept qui a une histoire, hein, il faut le connaître, ça ne vient pas de n'importe où, dangerosité. Bon. C'est pas une loi sur la culpabilité, tout devrait être le principe d'une loi, me semble-t-il, enfin, c'est pas. C'est la loi donc sur la dangerosité qui consiste, ça vous avez certainement entendu parler, à dire que des. Je pense qu'après ce qui s'est passé dans l'affaire Laetitia, ça va revenir encore à la charge. Bon, c'est une loi qui vise donc à faire en sorte que les individus qui ont purgé leur peine, s'ils sont déclarés dangereux, soient maintenus en détention. On dit, bon, c'est l'abandon pur et simple du principe même de la peine. Mais réfléchissons à ce concept de dangerosité. On va juger un individu non pas à l'aune de ce qu'il a fait, on va le juger à l'aune de ce qu'il peut faire, ou plutôt de ce que l'on va juger de ce qu'il peut faire, ou plutôt d'ailleurs, puisque c'est généralement des perspectives, et c'est dans le cadre de la récidive, de ce qu'il peut refaire. Autrement dit, il n'y a plus de présomption d'innocence au sens strict, c'est dans le meilleur des cas ce que j'appellerais la présomption d'innocuité. C'est-à-dire qu'un individu n'est plus jugé en fonction de sa culpabilité ou de son innocence, mais de sa dangerosité. Dans le meilleur des cas, il ne sera pas innocent, dans le meilleur des cas, il ne sera pas dangereux. Il ne sera pas déclaré dangereux. Il est clair qu'une mesure de ce type, qui évidemment pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, parce que c'est la question de ça, qui va juger de la dangerosité? Quelle science est-elle capable de produire un savoir de prédiction absolument certain relativement à l'avenir d'un homme, donc à ce qui est censé être l'avenir d'une liberté et pas l'avenir d'une chose? Ça, ce sont des problèmes évidemment immenses, mais qu'on se garde bien de poser. Mais là aussi, ces lois sur la dangerosité, puisqu'elles ont au moins autant un but d'affichage qu'un but d'efficacité, il faut supposer, hélas, qu'elles sont relativement populaires. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que, il me semble-t-il, ce thème de la dangerosité épouse parfaitement cette éthique, si je puis dire, ou plutôt cet impératif de vigilance que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines, comme celui du principe de précaution, en tant qu'il est devenu récemment un principe constitutionnel. C'est-à-dire, au fond, des tentatives de réponse législative à des angoisses qui ont investi la vie des individus jusque dans leur intimité. Et je voudrais, j'ai encore une dizaine de minutes, évidemment, quand on se pose la question de savoir d'où vient, si on essaie de faire l'histoire de ces mutations anthropologiques, c'est-à-dire de cette manière d'appréhender le réel, il y a plusieurs possibilités de réponse. Je voudrais simplement, pour conclure, donner deux éléments de réponse. La première, c'est de dire, le premier élément, pardon, c'est de dire que
il ne me semble pas que nous vivions simplement, on entend souvent cette formule, dans des sociétés de la peur. La peur n'est pas, en tant que telle, me semble-t-il, une passion mauvaise, négative. La peur, c'est d'abord, premièrement, la peur, il y a des philosophes, depuis un philosophe anglais du XVIIe comme Hobbes, qui considèrent qu'après tout, la peur, c'est ce qui fait que nous fondons des États, je schématise à outrance, nous fondons des États parce que, précisément, nous ne pouvons pas vivre dans un système où il n'y a pas d'institution de loi, parce que nous sommes en permanence pris dans un système de peur. La peur, c'est pas une mauvaise passion, pour plusieurs raisons. La première, c'est une passion de la prévoyance. C'est une passion qui nous porte vers l'avenir, puisque celui qui a peur de ce qui va advenir. Par conséquent, c'est la passion du calcul. Donc c'est un rapport rationnel, je dis pas raisonnable forcément, mais rationnel au futur, qui consiste à envisager le futur, et donc le moyen de l'atteindre le mieux possible, selon le meilleur chemin. Deuxièmement, c'est une passion, la peur, qui nous apprend la finitude. Là aussi, vous me permettrez une citation biblique, hein. La crainte de Dieu est la première des sagesses, hein, c'est la première forme de sagesse. C'est la passion de la finitude parce que la peur, c'est ce qu'éprouve un individu qui a conscience des limites face, de ses propres limites, je veux dire, face aux autres, par au monde ou éventuellement à Dieu. Donc la peur peut tout à fait être considérée, je pense par exemple justement à l'écologie, peut tout à fait être considérée comme un principe d'action, en ce sens qu'effectivement, c'est une manière de ne pas être, je dirais, complètement inconscient par rapport aux effets de nos propres actes, et y compris de nos actes sur la nature. Ce qui me paraît beaucoup plus politiquement grave, plus exactement sujet à caution, c'est pas la peur, c'est l'angoisse. Bon, là aussi, il y a toute une tradition de distinction entre ces deux passions, disons pour faire très très vite, que la peur a un objet, au sens où nous savons ce dont nous avons peur, alors que l'angoisse n'en a pas. Et que l'angoisse me paraît beaucoup plus caractéristique de nos affects, je dirais, contemporains que la peur, car au fond du fond, quand on demande aux individus de quoi ils ont peur, ou de quoi entendent-ils se protéger dans ce désir de sécurité qui est, à mon sens, de plus en plus hyperbolique, il est difficile de répondre. Bien sûr, il y a des réponses climatiques, l'immigration, le terrorisme, etc. Mais ce sont des peurs, si on accepte plutôt d'ailleurs pour moi les angoisses, qui ont cette caractéristique. Le terrorisme est particulièrement révélateur, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? C'est pas une peur comme dans une guerre traditionnelle, si vous voulez, où il y a une ligne de front, où on sait quel est l'objet, on sait quel est l'ennemi. Bon. La caractéristique du terrorisme, et la caractéristique du clandestin, et la caractéristique du trafiquant, c'est qu'on ne le reconnaît pas. C'est qu'il est là sans que l'on le sache. En tous les cas, si on entend le terrorisme, surtout dans sa forme, si j'ose dire, la plus récente, c'est-à-dire celle de l'attentat suicide. Autrement dit, c'est depuis le monde que nous habitons que surgit une menace. C'est depuis le monde commun, hein, la rue, pensez aux attentats terroristes, la rue, le cinéma, le métro, sais-je, que peut surgir la menace. Si l'immigré clandestin spécifiquement est le danger, c'est en tant précisément que nous ne pouvons pas, nous, le reconnaître par rapport à celui qui a le droit, entre guillemets, d'être là. Et ce type de rapport au réel me paraît beaucoup plus proche de l'angoisse que de la peur, et l'angoisse a cette autre particularité par rapport à la peur, qu'elle n'est précisément pas comment dirais-je, une passion qui nous porte vers le calcul et vers l'avenir, mais une passion qui littéralement nous situe dans un présent, je dirais, d'angoisse, c'est le cas de dire, dans lequel précisément il n'y a plus de mouvement possible, plus d'initiative possible, autre que cette exigence de se soustraire à ce qui sans cesse nous angoisse. Deuxième et dernière remarque, cette angoisse
D'où vient-elle? Alors on peut considérer qu'elle est une caractéristique de l'être de l'homme, bon. Mais néanmoins, bon, si on prend les choses à un niveau peut-être plus empirique, on ne peut pas ne pas nier que depuis au moins 3 décennies, l'angoisse, quant au lendemain, a été par ailleurs promue socialement. Il est tout à fait étonnant, là aussi, que nous soyons dans des sociétés sécuritaires, avec le principe de précaution, par exemple, qui sont en même temps des sociétés qui n'ont jamais à ce point promu le risque. Le risque dans l'investissement. Cela fait plus de 3 décennies qu'ont été introduites les horaires flexibles dans les entreprises et aussi dans la fonction publique, l'affaiblissement des garanties liées au contrat de travail, la sous-traitance à des entrepreneurs indépendants, qui sont donc socialement fragilisés, bref. Plus notre demande de sécurité se porte vers l'État et moins de véritables protections institutionnelles sont garanties aux individus. On a beaucoup parlé récemment, enfin on continuera sans doute à mon avis, hélas, à en parler, du management par la terreur qui a lieu dans un certain nombre d'entreprises. Or, précisément, ce type de management, France Télécom, ce management par la terreur fait système avec un réel angoissé. C'est-à-dire, au fond, l'angoisse, c'est le sentiment de n'être nulle part chez soi. Et ce sentiment d'être nulle part chez soi est considéré comme une vertu cardinale dans la sphère économique, à mesure qu'il est considéré comme un défaut rédhibitoire dans la sphère sociale et politique. Pensons par exemple aux Roms. Au tout début des années 90, la presse américaine se faisait l'écho de ce qu'on appelait les patrons tyranniques, ruling boss, c'est-à-dire ces patrons qui étaient considérés, portés un peu au pinard, qui délèguent à une peur constante, à une angoisse constante, le soin de gouverner les hommes dans l'entreprise. Il y en a un qui s'appelle Andrew Grove, qui est l'ancien PDG d'Intel, qui a écrit la chose suivante, je le cite. L'angoisse de la compétition, la peur de la faillite, la peur de se tromper, la peur de perdre sont des facteurs de motivation efficaces. Et nous ne réussirons à entretenir la peur de perdre chez nos salariés qu'à la condition que nous l'éprouvions nous-mêmes. Autrement dit, l'angoisse est aussi une source d'énergie productive, bien qu'elle soit déstabilisante psychologiquement, elle est une source de production. Il est bien clair que la dernière phrase de ce grand patron, nous la rendrons efficace chez nos salariés, que si nous l'éprouvions nous-mêmes, fait partie de ces, promesses non tenues du néolibéralisme, puisqu'on sait bien que les assurances, sous la forme de retraite automatique, de parachutes dorés, de primes extravagantes, ont pu être garanties pour les patrons. Mais cela ne change strictement rien au fait que dans les sociétés d'aujourd'hui, qu'on appellera peut-être néolibérales, je ne tiens pas spécialement le terme, mais peu importe, la majorité des individus est soumise à une variabilité permanente des conditions de vie, des formes de vie, et que c'est cette variabilité permanente des formes de vie, cet amoindrissement, cette flexibilité, comme on le dit, qui, à mon sens, constitue le socle ou la raison profonde de ce réel angoissé ou de cette multiplication des angoisses. Alors, je conclurai totalement ou définitivement en disant qu'évidemment, cette diagnostic que j'ai essayé de faire, le livre dont j'ai essayé de donner un certain nombre d'éléments apparu dans une collection qui s'appelle Diagnostic, donc je me suis contenté du diagnostic sans proposer la thérapie. Ce que je me garderai de faire d'ailleurs. Ce qui me paraît certain, c'est que si on voulait essayer de résumer tout ce que j'ai essayé de résumer aussi ici, mais en une phrase, on pourrait dire que le paradigme, le modèle de notre rapport à l'avenir est passé progressivement de la révolution au progrès, et du progrès à la catastrophe. Dans le paradigme de la catastrophe, de la menace, de la disparition, de tout ce que j'ai essayé de dire, le monde, puisqu'il menace de disparaître, doit être préservé. Un monde qu'il faut seulement préserver est un monde qu'on a renoncé à transformer.
c'est bien pourquoi je pense que la catastrophe vient en lieu et place, disons, du modèle du progrès. Un modèle du progrès, on ne peut pas simplement, à mon sens, en tous les cas, rejouer, parce que c'est pas pour rien non plus que ce modèle du progrès s'est effondré. Je ne parle pas du modèle de la révolution, sinon ça ferait encore une conférence. Là, c'est vous qui feriez peut-être la révolution. Mais le progrès, c'est au nom du progressisme, hein, et d'un certain nombre d'abus qui ont été réalisés au nom du progressisme. Au nom du progrès de la société, on peut sacrifier le monde rural, par exemple. Bon. C'est au nom de cette idéologie du progrès que l'idée du progrès s'est effondrée. Mais la question qui se pose, et je m'arrêterai là, c'est de savoir si nous ne sommes pas aujourd'hui au moment de l'idéologie de la catastrophe, cette espèce d'apocalypse sans aucune forme de révélation qu'on nous promet à tout instant, et qui évidemment nous force à n'envisager le réel, le monde et les autres, qu'à l'aune de la menace que ces derniers peuvent faire peser sur nous. Est-ce que nous n'en sommes pas déjà à ce moment où l'idéologie de la catastrophe devient en quelque sorte le meilleur moyen de maintenir les choses en état, c'est-à-dire de renoncer définitivement à les transformer. Voilà, je vous remercie. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, hein, ouais.